Bonjour, je m'appelle Benoît Robins, je suis directeur de la recherche de l'École des hautes études d'ingénieurs de Lille, vice-président de l'Université catholique de Lille en charge de la transition énergétique et sociétale et également responsable d'une équipe de recherche sur les réseaux électriques, sur les smart grids au sein du laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la troisième révolution industrielle. Alors, de quoi s'agit-il? La première révolution industrielle correspond à l'émergence du charbon comme énergie qui, au XIXe siècle, a permis un développement important de l'industrie. La deuxième révolution industrielle est celle du pétrole, qui au XXe siècle a permis, entre autres, un développement très important du domaine des transports. La troisième révolution industrielle concerne le numérique, est en train de s'imposer en ce XXIe siècle. Et le mot industriel n'est pas nécessairement le meilleur terme pour cette troisième révolution, parce qu'on pourrait croire qu'elle concerne que l'industrie et que les entreprises. En réalité, il n'en est rien, puisque le numérique rentre partout, dans toutes les maisons, dans tous les bâtiments, par toutes les portes, par toutes les fenêtres. Et tout le monde est concerné de plus en plus près par cette révolution. Donc c'est une nouveauté qui touche tout le monde. Et je vais, dans la suite de mon exposé, vous montrer quel apport peut fournir ces nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie. Et plus particulièrement dans le domaine des réseaux électriques qui sont amenés à devenir plus intelligents, mais aussi des bâtiments et des systèmes de transport qui sont amenés à devenir plus intelligents. Donc le contexte, il est assez connu, c'est évidemment la réduction des émissions de CO2 qui devient quelque chose d'extrêmement important pour la planète, pour l'humanité. Il y a également l'épuisement des ressources fossiles qui est avéré, hein, le charbon, le pétrole, le gaz en particulier, qui encourage le développement des énergies renouvelables, du stockage d'énergie électrique et une amélioration de la maîtrise de la consommation, c'est-à-dire de tout type de charges, et aussi d'améliorer leur efficacité énergétique. Alors parmi ces charges, il y en a une qui consomme particulièrement beaucoup d'énergie, ce sont bien sûr les bâtiments. Par exemple en France, les bâtiments consomment 43% de l'énergie primaire globale consommée par la France, mais d'autres secteurs sont également concernés. On va retrouver le système des transports, les secteurs des bâtiments tertiaires et domestiques, les réseaux embarqués et bien sûr l'industrie. Alors, voici un plan de mon exposé. Donc, je vais, dans un premier temps, rappeler ce que sont ces énergies renouvelables qui, finalement, jouent un rôle important dans la révolution énergétique que nous sommes en train de connaître. J'évoquerai les problématiques liées à l'intégration de ces énergies, en particulier dans les réseaux électriques, mais également dans les villes, dans les bâtiments. J'évoquerai le stockage, l'énergie, qui est un élément important de la solution, et plus particulièrement, je soulignerai les services que peuvent apporter ces stockages, pour enfin décliner un certain nombre d'exemples très concrets associés à des bâtiments commerciaux, à la mutuelle énergétique, à des bâtiments tertiaires, à l'intégration de véhicules électriques, voire à des systèmes de transport tels que les transports ferroviaires. Pour terminer sur un exemple de programme qui s'inscrit dans cette transition énergétique et que nous sommes en train de développer à Lille dans le cadre de l'Université catholique. Alors, les énergies renouvelables, alors c'est quoi une énergie renouvelable? Tout d'abord, c'est une énergie qui, à notre échelle de temps et au niveau de la planète, est dispensée continuellement par la nature, donc qui se renouvelle généralement à l'échelle d'une année, correspondant à un cycle saisonnier. Et ces énergies renouvelables sont issues du rayonnement solaire, du noyau terrestre et des interactions gravitationnelles entre la Lune, le Soleil, avec les océans. Plus précisément, donc on peut identifier 5
types d'énergie renouvelable, l'énergie d'origine éolienne, d'origine solaire, qui peut être solaire électrique, photovoltaïque donc, ou solaire thermique, l'hydraulique, peut-être des gros barrages, des petits barrages, ça peut aussi être des ressources marines comme la houle, les marées, la géothermie et enfin la biomasse, qui est une ressource importante si on pense au bois lorsqu'il est traité de façon renouvelable et aux déchets organiques et industriels auxquels nous contribuons, qui sont également une source d'énergie renouvelable. Alors, ces énergies renouvelables posent toute une série de nouvelles problématiques, et en particulier les centrales de production d'énergie renouvelable qui fonctionnent au fil de l'eau, comme les petites centrales hydrauliques sur les rivières, comme les éoliennes qui fonctionnent au fil du vent, ou les centrales photovoltaïques qui fonctionnent au fil du soleil, donc au fil d'une ressource énergétique dont on ne maîtrise pas l'évolution. Donc, ces différentes sources posent un certain nombre de problèmes en vue de leur intégration donc dans les réseaux électriques, dans le système électrique global. On peut noter en particulier la problématique de la prévisibilité. Ça reste des sources qui ne sont pas toujours aisées à prédire et qui peuvent être très variables, voire aléatoires. Donc, il y a la capacité des réseaux électriques à accueillir ces sources, puisque la production n'est pas nécessairement localisée là où le réseau il existe. On pense en particulier à des ressources offshore, des ressources en mer. Il y a la participation de ces sources à la stabilité du réseau, donc ce qu'on appelle les services systèmes. Donc, j'y reviendrai, il s'agit du réglage de la tension, de la fréquence, réglages qui sont extrêmement importants pour assurer la stabilité de ces réseaux électriques. Enfin, c'est des sources qui sont très sensibles aux perturbations qui pourraient venir du réseau lui-même. Alors vous avez sur cette diapositive illustré la variabilité de la source éolienne, la source solaire, la source hydraulique, et on voit que c'est une variabilité qui peut être très importante et que chacune présente des caractéristiques de variabilité qui sont très différentes les unes des autres. Alors je vais vous parler des solutions pour pouvoir justement répondre à ces problématiques et permettre une intégration aussi harmonieuse que possible de ces sources au sein des réseaux, puisque les perspectives sont quand même que les sources d'énergie renouvelables vont constituer, on espère, à l'horizon 2050, au moins la moitié de l'origine de l'électricité produite dans le monde. Donc le défi est important. Au début du XXe siècle, on était plutôt à 10%. Donc il y a une évolution assez conséquente à prendre en compte. Alors les solutions pour une intégration harmonieuse de ces sources dans le réseau peuvent être déclinées à différents niveaux. Donc on a les solutions au niveau des sources elles-mêmes, donc au niveau des sources renouvelables, éoliennes, photovoltaïques et hydrauliques. Il y a des solutions qu'on va déployer au niveau des réseaux et les solutions au niveau des consommateurs. C'est quelque chose qui est plus nouveau, d'imaginer que le consommateur lui-même peut moduler sa consommation, peut lui-même être producteur, voire stockeur d'énergie, donc devenir un acteur intelligent du réseau. Et donc les solutions à ces différents niveaux peuvent s'exprimer en termes de pilotage plus intelligent, de stockage et de façon plus globale. On arrive à la notion de réseau électrique intelligent, de smart grid. Vous avez des images sur cette slide qui illustrent ce que pourraient devenir les futurs bâtiments intelligents, donc producteurs, stockeurs, mais aussi qui régulent leur consommation et leur capacité de production et de stockage en fonction des besoins du réseau. Nous allons voir que le véhicule électrique, les futurs véhicules électriques qui devraient se déployer de façon conséquente dans les années à venir, peut également devenir un acteur intéressant du réseau et pas uniquement une charge supplémentaire. Voilà. Alors, concernant le stockage. Donc, le stockage est une problématique qui est très difficile dans le secteur électrique, puisque l'énergie électrique ne se stocke pas directement, aisément. C'est bien pourquoi ces réseaux électriques se sont développés sur le principe d'une production qui est réalisée en fonction de la consommation et qu'à chaque instant on doit assurer cet équilibre entre la production et la consommation. Alors le stockage électrique devient évidemment crucial dans la logique énergétique, dans la transition énergétique
que j'ai décrites, et les raisons donc, que je viens d'évoquer qui soulignent cette transition. C'est pourquoi beaucoup d'efforts sont développés actuellement pour développer ces technologies de stockage. Alors généralement, pour stocker l'énergie électrique, on a transformé l'énergie dans une autre forme qui peut être une énergie potentielle, hydraulique, une énergie thermique, une énergie chimique, une énergie de pression. Alors, les systèmes de stockage peuvent être intégrés dans les réseaux électriques à différents niveaux. Ils peuvent être intégrés de façon massive, donc en des points spécifiques du réseau. C'est le cas par exemple du stockage hydraulique qui est illustré à gauche sur cette diapositive. Et ce stockage est déjà très développé dans un certain nombre de pays, dont la France, où 4000 MW ont été développés depuis les années 1930. De façon plus prospective, mais des démonstrateurs existent, c'est le stockage sous forme d'air comprimé dans des cavités souterraines, ou encore l'image en haut à droite, c'est du stockage sous forme de batterie au sodium, de façon massive au Japon. Et il s'agit là de stockage par contre qui doit fonctionner à des températures de l'ordre de 300 degrés, donc c'est pas une technologie de batterie classique. Enfin, une autre approche pour déployer le stockage, c'est un stockage dispersé en différents lieux du réseau. Donc c'est l'exemple des systèmes de stockage présentés dans la partie basse de cette diapositive. On va retrouver du stockage bien sûr par batterie, du stockage inertiel, du stockage par supercondensateur. Et on va retrouver dans cette gamme de stockage le stockage qu'offriront les futurs véhicules électriques. Alors un autre problème du stockage, c'est que ce stockage coûte cher encore, même si les coûts sont en train de diminuer, liés à beaucoup d'efforts de R&D et une industrialisation à plus grande échelle. Mais pour valoriser ce stockage, ce qui est important, c'est de pouvoir identifier différents services que le stockage pourra apporter. Et donc, cette diapositive illustre quelques-uns de ces services. Nous avons bien sûr la contribution au réglage de la qualité de l'onde de tension, de courant. On va régler l'amplitude, régler la fréquence. On peut lisser une puissance renouvelable. Donc on a vu qu'elle était très fluctuante, donc c'est intéressant de pouvoir la lisser. On peut traiter des problématiques de congestion des lignes dans des réseaux électriques, c'est-à-dire une puissance dans ces lignes qui atteint la puissance limite, qui peut être induite par des sources renouvelables dans certaines zones où le réseau électrique n'est pas un réseau très développé. Et un autre exemple, illustré par l'image en bas à droite, c'est en cas de problème sur le réseau, de perdre une partie du réseau, ces sources locales pourraient très bien continuer à alimenter localement le réseau et donc réduire le nombre de consommateurs déconnectés du réseau. Alors, je vais aborder maintenant quelques exemples qui montrent l'intégration de production renouvelable, l'apport du stockage, de pilotage intelligent, voire de modulation de charge électrique. Donc on rentre dans cette logique de smart grid, de smart building. Nous allons voir qu'on va l'étendre au transport. Ce sont des exemples issus de nos travaux de recherche et développement réalisés en partenariat avec des entreprises qui me permettront aussi de quantifier des apports potentiels. Alors, le premier exemple que j'évoque concerne des bâtiments commerciaux et plus particulièrement des hypermarchés. C'est un projet que nous avons développé en collaboration, en partenariat avec le groupe Auchan. Et l'objectif est d'étudier une intégration intelligente à la fois de production photovoltaïque sur ces bâtiments. Sur l'hypermarché, il y a des surfaces disponibles importantes, donc qui sont bien adaptées pour accueillir ce type de production. Mais l'objectif de cette étude n'était pas uniquement de se limiter à la valorisation de cette production envoyée directement sur le réseau électrique et valorisée par une subvention qui fatalement serait temporaire de cette forme d'énergie, mais plutôt de regarder comment on peut consommer localement cette énergie et valoriser localement cette énergie. Pour ça, on va regarder comment on peut intégrer du stockage et comment on peut moduler les charges associées à cet hypermarché. Donc, sur cette diapositive, vous avez un schéma des principaux éléments qui interviennent dans l'étude, puisque vous avez bien sûr les charges de l'hypermarché que nous avons dû analyser et nous verrons que certaines d'entre elles offrent une capacité de modulation, c'est-à-dire une capacité de stockage
de l'énergie, en particulier le froid. Il y a bien sûr la production, du stockage qui va être associé, le réseau électrique. Donc sur cette diapositive, vous avez une illustration des caractéristiques à la fois de la charge de l'hypermarché, d'une production locale et bien sûr de la capacité du stockage, puisqu'un enjeu du projet est de piloter ce système de stockage. Alors, quels étaient les objectifs de l'étude? Alors, il y a bien sûr un premier objectif qui est assez naturel pour une entreprise, c'est de diminuer sa facture d'électricité. Donc, il y a la recherche d'un gain économique. Mais il y a d'autres objectifs environnementaux qui ont également été visés, en particulier sachant que ce projet a été soutenu par l'Agence de développement des énergies et de la maîtrise de l'énergie en France, l'ADEME. Donc, ils étaient très soucieux qu'on puisse mettre en avant qu'on va également contribuer à une réduction des émissions de CO2 par rapport à la situation actuelle. Alors, autre objectif, c'est une autoconsommation de la production locale. Consommer localement un maximum d'énergie produite localement, ce qui permet d'éviter de transporter cette énergie sur de longues distances et d'induire des pertes liées à ce transport. Et puis enfin, ne pas oublier la gestion du stockage d'énergie, qui reste un défi quand même important, puisque le système de stockage va être réduit au minimum pour des raisons économiques, et qu'il faut valoriser au mieux cette capacité. Une fois que le stockage est complètement chargé ou déchargé, il ne sert plus à rien. Donc on doit éviter cette situation. Alors évidemment, on a identifié un certain nombre de contraintes, en particulier les contraintes liées à la puissance souscrite par l'hypermarché vis-à-vis du réseau de distribution. Le consommateur paye un abonnement lié au niveau de puissance d'accès au réseau. Donc cet abonnement peut être éventuellement diminué et ça peut être une source de gain. Donc il y a bien sûr les limites de capacité des systèmes de stockage et il y a aussi le caractère aléatoire de la production. Enfin, les moyens d'action. Alors, moyens d'action, il y en a un, a priori, qui est d'agir sur le stockage, qui va nous permettre donc de moduler la puissance de l'ensemble. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on ne va pas uniquement regarder un stockage qu'on va installer de façon spécifique, mais on va également regarder les capacités de stockage des systèmes, des charges existantes, en particulier le froid. Donc, dans un hypermarché, un tiers à la moitié de la puissance consommée est consommée par des frigos. Et ces frigos offrent une capacité de stockage de froid dans la mesure où, en valeur nominale, ils fonctionnent à moins 18 degrés et que nous avons la capacité de diminuer cette température jusqu'à moins 23 et de la laisser remonter jusqu'à moins 14 sans affecter la qualité des produits qui sont stockés dans ces frigos. Donc cette capacité de modulation du froid offre une capacité de stockage qu'on va exploiter et qui va minimiser le besoin d'investissement dans un stockage dédié. Alors, j'avais annoncé quelques données chiffrées pour illustrer les potentialités de ce genre de système. Donc, c'est ce qui est illustré par le tableau en haut de cette diapositive où on compare trois situations. Une situation dans laquelle il n'y a ni stockage ni production photovoltaïque, c'est en fait la situation actuelle. Une solution dans laquelle il n'y aurait que le stockage ajouté. Et enfin, une troisième solution où nous aurons à la fois du stockage et de la production photovoltaïque. Et on regarde trois indicateurs. Donc les deux premiers sont les indicateurs économiques, puisqu'on avait un objectif de réduction de la facture. Donc ce qu'on appelle la prime annuelle, c'est en réalité l'abonnement que paye le consommateur vis-à-vis de la puissance souscrite. La deuxième colonne indicateur correspond à l'énergie effectivement consommée, les kilowattheures consommés durant une semaine. Et dans l'exemple, c'est une semaine de janvier qui a été considérée, qui n'est pas nécessairement favorable à une production photovoltaïque. Mais nous verrons que ça n'empêche pas d'identifier des résultats toutefois intéressants. Et enfin, la dernière colonne correspond à l'objectif environnemental. Donc, on évalue la réduction d'émissions de CO2 pour ces différentes solutions. Alors on constate que si on ajoute du stockage, donc c'est la deuxième ligne du tableau avec stockage, on a un gain économique qui apparaît déjà sur l'abonnement de 17%. On a une réduction de la consommation énergétique, mais on n'a pas de gain significatif environnemental. Par contre, si on intègre une production
photovoltaïque, en plus du stockage, on a non seulement un gain économique, mais également un gain environnemental, parce qu'on voit que les émissions de CO2 sont réduites d'un quart pour ce premier cas d'étude. La courbe du bas, donc les deux courbes du bas, en rouge et en bleu, illustrent les émissions de CO2 sur une semaine, donc du lundi au dimanche. La courbe en rouge correspondant au cas où c'est la situation actuelle, il n'y a ni stockage ni production photovoltaïque, et la courbe en bleu correspond au cas futur avec stockage et production photovoltaïque. Si on observe bien ces deux courbes, on constate que la courbe en bleu est bien globalement inférieure à la courbe en rouge, mais qu'il y a des moments où la courbe en bleu est supérieure à la courbe rouge, ce qui correspond à une situation la nuit où l'on se permet de consommer une énergie plus carbonée sur le réseau, mais parce qu'elle est moins chère et elle va permettre de stocker de l'énergie pour remplir les systèmes de stockage pour les heures de pointe, le matin et le soir en particulier. Enfin, le dernier tableau en bas à droite vous donne une idée de la réduction des émissions de CO2 si on étend l'étude sur une année complète. Et nous constatons que ces émissions de CO2 sont réduites de moitié. Alors, quelques commentaires par rapport à ces données. Les émissions de CO2 sont estimées par rapport au mix énergétique français, qui est essentiellement basé donc, aux 3/4 sur une production nucléaire, donc peu émettrice en CO2. Si on considérait un mix énergétique basé sur du charbon, on serait beaucoup plus gagnant en termes de réduction des émissions de CO2. Autre précaution à avoir par rapport à ces chiffres, c'est que ces données financières, évidemment, sont à mettre en parallèle d'un coût d'amortissement du stockage, des centrales photovoltaïques et de maintenance pour évaluer une rentabilité à terme où, suivant les modes économiques mis en œuvre, cette rentabilité peut être perçue au bout d'une dizaine, une douzaine d'années. Alors, dans le prolongement de cette étude, une autre étude a été développée où l'on a considéré la même problématique, mais étendue autour de l'hypermarché. Donc, en considérant les galeries commerçantes, des bâtiments résidentiels, des bâtiments tertiaires, des productions en dehors de l'hypermarché, par exemple éoliennes, d'autres capacités de production telles que des groupes de secours, diesel, qui existent déjà dans les hypermarchés, et les problématiques de réseau électrique. Donc on voit que l'ampleur de la problématique devient beaucoup plus conséquente et on est réellement là dans la logique des smart grids. Donc je ne vais pas étendre dans cet exposé parce que je n'ai pas réellement le temps d'évoquer cet aspect-là, mais c'est vraiment une perspective importante sur laquelle nous travaillons. Enfin, un autre exemple que je vais évoquer concerne les bâtiments tertiaires. Et il s'agit de la problématique du couplage entre un type de charge particulière, qui est les charges d'éclairage de type LED, et une production locale photovoltaïque. La particularité de ces deux systèmes, c'est qu'ils fonctionnent tous les deux sur des technologies similaires et toutes les deux fonctionnent en courant continu. Les LED consomment du courant continu et la production photovoltaïque fournit du courant continu. Donc la problématique qui nous a été posée par un partenaire industriel, FH Énergie, était d'imaginer une architecture de réseau qui soit optimisée entre ces différentes sources et charges au sein de bâtiments, ce qui va nous amener à imaginer de nouveaux types de réseaux électriques, imaginer d'intégrer du stockage et un pilotage adapté. Alors, un petit mot concernant ces modes d'éclairage LED, puisque ces modes d'éclairage présentent le gros intérêt d'être peu consommateurs d'énergie. Donc on a un gain déjà très important en termes d'éclairage basse consommation par rapport à l'éclairage classique, comme indiqué sur cette slide. Vous voyez qu'on a des réductions très fortes de consommation. Et avec de l'éclairage LED, on permet encore de réduire cette consommation. Et le système qui avait été développé par l'entreprise FH Énergie présentait encore une particularité, c'est que les pavés d'éclairage LED destinés à remplacer des éclairages de type néon sont équipés d'un capteur qui réduit l'intensité lumineuse en fonction de l'éclairage qui peut venir de l'extérieur. C'est ce qui est illustré par la courbe bleue sur cette dia comparée à la courbe rouge. Dans la courbe bleue, on a une modulation d'énergie qui nous permet encore de réduire de moitié la consommation énergétique de ce type d'éclairage. Donc au sein de ce projet, on a imaginé un réseau continu
adapté à un bâtiment, donc qui est illustré de façon très schématique sur cette diapositive, avec intégration de stockage, et on a travaillé sur le pilotage de cet ensemble en vue, bien sûr, d'optimiser l'énergie au sein du bâtiment, de favoriser une consommation locale d'énergie, mais aussi de fournir des services au réseau électrique. Alors, pour donner une information chiffrée, vous avez en bas à droite un coût lié à cette consommation sur une journée, pour le cas d'étude. Donc, dans la situation actuelle, mais avec des LED, et dans une situation avec production locale, photovoltaïque et stockage. Et vous voyez que nous avons une division par 5 de ces coûts, de nouveau à mettre au regard des coûts d'amortissement et de maintenance. Alors, je vais évoquer brièvement un autre exemple qui est cette fois-ci l'intégration des véhicules électriques dans les réseaux électriques. Donc, ces véhicules électriques, a priori, vont constituer une nouvelle charge pour ces réseaux électriques. Et si l'on ne traite pas particulièrement cette charge, bien, on peut identifier que les utilisateurs de véhicules électriques vont recharger leurs véhicules à 2 moments privilégiés de la journée, c'est-à-dire le soir, quand ils rentrent chez eux à leur domicile, et le matin quand ils arrivent sur leur lieu de travail. Il se fait que ces 2 moments privilégiés correspondent à 2 périodes de pointe déjà de forte charge du réseau électrique. Donc on a développé des approches, on développe un certain nombre de projets qui visent à éviter que ces véhicules électriques induisent des charges supplémentaires, mais également puissent devenir des acteurs intelligents du réseau. Donc, avec un certain nombre d'objectifs environnementaux, en tout des objectifs économiques et des objectifs de service. Alors, une petite parenthèse sur le lien entre le déploiement du véhicule électrique et sa contribution à la diminution des émissions de CO2. Et c'est ce qui est illustré par ce graphique où on a représenté les émissions de CO2 pour différents types de véhicules. Si on commence par le haut, vous avez un véhicule à essence, puis un véhicule diesel, où on a distingué les émissions de CO2 liées à l'extraction du combustible pour l'amener au véhicule, et puis en rouge, les émissions au niveau du véhicule. On constate qu'on a des émissions importantes. Si on compare avec le troisième cas, qui est un véhicule électrique du même type, mais comparé au mix énergétique français, on voit qu'on réduit les émissions de CO2 de façon significative, mais essentiellement, ces émissions sont induites par la production d'énergie. Donc le quatrième cas correspond au cas du mix français, où on voit qu'on a très peu d'émissions de CO2, puisque l'énergie est produite essentiellement par des énergies nucléaires. Par contre, si on avait une production qui était 100% induite par du charbon, c'est l'avant-dernier cas, on constate que les émissions de CO2 deviennent quasiment aussi importantes que celles d'un véhicule diesel. Donc l'idéal, c'est le dernier cas où l'énergie utilisée pour charger le véhicule électrique est 100% d'origine renouvelable. Et dans nos projets, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est de favoriser la charge des véhicules électriques à partir de production renouvelable locale. Pour illustrer cela, un résultat issu d'un projet qui s'appelait Verdi pour véhicules électriques associés à des énergies renouvelables dans un réseau électrique intelligent. Donc il s'agit d'une poche d'un réseau de distribution dans lequel on va piloter la charge des véhicules électriques, c'est-à-dire qu'on va piloter les instants de charge et moduler cette charge. Et vous avez quelques données chiffrées, de nouveau en considérant 3 cas différents. Un cas sans véhicule électrique, c'est la situation qu'on rencontre actuellement. Un cas avec véhicule électrique mais sans gestion particulière. Et le cas avec véhicule électrique et une gestion adaptée et un pilotage de la charge. Alors vous constatez que donc il y a un premier indicateur économique qui est le coût d'acheminement d'électricité pour le gestionnaire du réseau d'énergie. Et ce coût va augmenter si on charge le véhicule électrique directement sur ce réseau sans moduler cette charge. On voit qu'il augmente de 5%. Par contre, avec une charge intelligente, on limite cette croissance à 2%. Et enfin, la dernière colonne donne une information sur le taux de charge des véhicules électriques à partir d'énergies renouvelables. Et on constate que, bon, dans le cas d'études, si rien n'est fait, on a 25%
de la charge qui est induite par du renouvelable, et que si on développe un pilotage intelligent, on peut passer à 40%. Alors, il s'agit ici de véhicules électriques tels qu'on commence à en rencontrer dans nos villes, mais qui ne peuvent uniquement se charger. Donc on est en train de travailler sur un futur dans lequel ces véhicules électriques pourraient également fournir de l'énergie, puisqu'il s'agit finalement de systèmes de stockage, donc ils pourraient être réversibles. Donc plusieurs projets concernent cette potentialité. Ici, vous avez une image qui illustre un projet qui est réalisé avec la Société nationale des chemins de fer français, entre autres, qui nous a posé la problématique suivante. Donc le matin, un grand nombre de navetteurs viennent à la gare, garent leur voiture à proximité de la gare et reprennent leur voiture le soir, 8 heures ou plus en fin de journée, donc après 8 heures de stationnement. Il y a un potentiel de stockage qui existerait là, qui pourrait être valorisé durant la journée. Donc c'est l'objet d'études en cours en lien avec le réseau ferroviaire et des gestionnaires de réseau dont on prend en compte bien sûr les apports de ces potentialités pour la gestion des réseaux. Donc là j'ai parlé de véhicules électriques qui génèrent l'énergie sur le réseau. Une autre potentialité, c'est que le véhicule électrique génère de l'énergie dans des bâtiments tertiaires, dans la maison, c'est ce qu'on appelle le véhicule to home ou V2H. Donc on travaille également sur ce type de problématique parce que ces solutions permettraient par exemple de continuer à alimenter une maison qui se retrouverait isolée du réseau électrique suite à un problème sur le réseau électrique ou à une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre, un tsunami. Et c'est une technologie qui commence à se développer au Japon, par exemple, où la maison donc, peut continuer à fonctionner de façon autonome pendant quelques heures, voire quelques jours, grâce à la batterie du véhicule. Mais ça suppose également d'adapter les réseaux électriques de ces bâtiments. Donc on voit qu'il y a une potentialité forte liée à la mobilité électrique, donc qui peut apporter sa contribution au réseau intelligent, mais qui pose un certain nombre de problématiques qui sont encore à lever, des obstacles à lever. Il y a toute la problématique de la communication, qui est un peu générale pour les réseaux d'énergie intelligents. Il faut bien sûr adapter les véhicules électriques, puisque solliciter plus une batterie risque de réduire sa durée de vie. Il y a des nouveaux modèles économiques à identifier. Il y a la mise en œuvre des mécanismes adaptés au niveau de la régulation énergétique des différents pays et la mise en place d'opérateurs qui vont agréger ces potentialités, puisque c'est évidemment pas chaque acteur avec son véhicule qui va interagir avec le réseau, que ce soit du point de vue technique ou du point de vue économique, mais c'est l'ensemble des acteurs qui doivent être coordonnés par un agrégateur. Et puis enfin, il y a des problématiques, bien sûr, d'acceptabilité par les utilisateurs. Dernier exemple que j'évoque brièvement, c'est le fait que les réseaux de transport, les réseaux ferroviaires par exemple, eux-mêmes ont potentiellement cette ouverture vers des réseaux également plus intelligents. Et on commence à parler de smart grid ferroviaire, comme illustré sur ce schéma. Il s'agit de smart grid qui sera alimenté, de réseaux ferroviaires alimentés par du stockage et de la production locale en vue à la fois de rendre plus vert la consommation énergétique des trains, mais aussi d'optimiser énergétiquement les trains en récupérant l'énergie de freinage et fournir des services au réseau avec des objectifs, donc vous avez compris, environnementaux, économiques et de fiabilisation du réseau. Donc en conclusion de cette partie, on peut identifier donc, les principaux défis justement pour développer ces réseaux plus intelligents, ces bâtiments et systèmes de transport plus intelligents. Donc il y a un premier défi conséquent qui est l'énergie et sa gestion, donc lié à l'intermittence des sources, lié à une gestion intelligente du stockage, la maîtrise de la demande, au besoin d'accroissement de l'efficacité énergétique, à l'architecture des réseaux, au besoin de fournir des services, et tout ça en temps réel, dans des temps assez courts. Donc, ce qui induit le deuxième défi, qui est le défi des moyens de communication, qui doivent pouvoir traiter de façon intelligente, en un temps très rapide, un certain nombre d'informations que nous devons minimiser.
Alors, en arrière-plan se posent quand même des problématiques de fiabilité, de système de communication, de confidentialité et de sécurité. Un autre défi très important, c'est qu'on ne peut pas traiter ces problématiques uniquement sous le regard technologique, mais qu'il faut également y associer le regard des sciences humaines et sociales, en particulier dans le domaine sociologique, économique, juridique. Et il faut donc trouver de nouvelles approches, de nouvelles méthodes ensemble pour répondre à ces problématiques. Enfin, dernier gros défi, c'est tout ce qui concerne le développement de nouveaux modèles économiques, parce qu'on est sur une révolution aussi économique. Si chaque acteur intervient et est un acteur intelligent du réseau, il faudra que chaque acteur s'y retrouve également du point de vue économique. Donc on multiplie les acteurs, on multiplie la complexité donc, du système économique. Pour terminer, quelques mots sur la façon dont nous commençons à mettre en œuvre un certain nombre des considérations que j'ai évoquées liées à cette évolution vers des réseaux d'énergie plus intelligents et l'intelligence accrue des différents acteurs. Donc, nous développons un programme au niveau de l'Université catholique de Lille sur un quartier Vauban au centre de Lille qui vise à intégrer cette technologie, mais à les intégrer intelligemment et à amener les différents acteurs, étudiants, personnels, habitants du quartier, entreprises du quartier, à contribuer à cette évolution dans une logique où tout le monde est gagnant. Donc vous avez sur cette diapositive une vue du quartier de Lille concerné qui se trouve très proche du centre. Donc on est dans un quartier de la ville assez dense et assez ancien avec les premiers bâtiments d'université illustrés en haut de cette diapositive qui date de 1877. Le bâtiment donc, de l'école des hautes études d'ingénieurs à gauche en rouge qui date de 1885 et tout en bas à gauche vous avez un des bâtiments les plus modernes qui date du début des années 2000. Donc on a une grande diversité de bâtiments dans un quartier dense et cette dynamique bénéficie de la dynamique régionale appelée troisième révolution industrielle et qui a été construite avec l'aide d'un économiste américain, Jeremy Rifkin, qui a bien mis en évidence que nous sommes à l'aube d'un nouveau modèle économique. Alors si on regarde de façon schématique le quartier dans lequel nous nous trouvons, nos objectifs sont d'améliorer l'efficacité énergétique de ces bâtiments et de mutualiser ces réflexions énergétiques entre bâtiments sur un quartier où vous avez illustré en couleur différents bâtiments concernés avec des moyens de communication de ce bâtiment et sur une étendue qui peut aller de 1 à quelques kilomètres. Alors vous avez repris sur cette diapositive les différents objectifs de notre programme et si on les prend dans le sens logique, vous avez les objectifs technologiques de type efficacité énergétique, mutuation énergétique, autoproduction, autoconsommation renouvelable, locale, stockage énergie, déploiement du numérique dans les réseaux, donc les smart grids, la mobilité qui peut être intelligente, réversible et qu'il faut gérer de façon intelligente, la végétalisation du quartier, en développant des fermes urbaines, en végétalisant les bâtiments. Et si je continue sur la gauche, vous avez des objectifs qui sont liés aux sciences humaines et sociales, des objectifs liés aux usages, au comportement, des objectifs éthiques, liés aussi à la précarité énergétique, des objectifs économiques, et enfin avec une volonté que tous ces développements viennent insuffler une dynamique en termes de formation, de logique entrepreneuriale, par exemple. Donc pour avancer sur ce projet, on a identifié dans le quartier un certain nombre d'îlots donc, qui sont présentés sur cette diapositive et l'on construit progressivement notre projet sur ces îlots ayant une cohérence énergétique. Et le premier sera l'îlot qui est représenté en rouge sur cette diapositive. Donc au sein de cet îlot, un premier bâtiment démonstrateur va être mis en œuvre en 2018-2019, donc qui est un bâtiment des facultés de l'université. Donc on peut observer sur la diapositive suivante. Donc c'est un bâtiment qui va être équipé de 1000 m² de production photovoltaïque et production qui va être mise en œuvre de façon purement locale. Et pour pouvoir consommer localement cette production, nous allons devoir la mutualiser avec des bâtiments environnants sur l'îlot, qui est représenté donc sur
cette diapositive suivante, où l'on va raisonner cette fois-ci en termes d'îlots avec un objectif de déployer à échelle réelle une gestion en temps réel de la consommation et de la production. Un gros défi résidant dans cette approche du temps réel lié au photovoltaïque. Donc, quand on parle de temps réel, c'est quelques secondes. Enfin, on va également intégrer un déploiement de charges intelligentes de véhicules électriques dans cet îlot et bien sûr identifier les modèles économiques qui vont rendre cette nouvelle approche économiquement acceptable dans des bâtiments tertiaires tels que ceux de l'université. L'étape suivante, c'est l'interaction entre plusieurs îlots, comme illustré sur cette diapositive, donc avec des travaux importants qui ont été initiés sur la communication efficace entre bâtiments, toujours avec un objectif temps réel, avec à terme donc, un pilotage de l'ensemble du quartier à partir d'une plateforme énergie électrique qui est située au sein du bâtiment HEI, qu'elle-même pourra interagir avec une autre plateforme située dans un autre quartier de Lille. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous souhaitez développer vos connaissances sur ces sujets, je vous invite à consulter des ouvrages que nous avons édités en 2012 sur les énergies renouvelables et l'année dernière sur les systèmes de stockage intégrés dans les réseaux électriques, sachant qu'un troisième ouvrage devrait sortir cette année sur la gestion et la valorisation du stockage énergie électrique dans les systèmes de transport. Je vous remercie pour votre attention.